Michel Pénat, paysagiste. Bon, bonjour, bonsoir. Et puis merci en effet Michel, Chiara et toute la bande d'avoir organisé ce colloque. C'est vraiment génial de se retrouver. On a donc j'ai noté quelques. Là, ça passe tout seul. Tiens. J'ai noté un certain nombre d'idées qui étaient émises pendant tout le colloque, pendant les 2 jours. Bon, la notion de promenade, on va revenir puisque c'est le sujet vraiment de ma démonstration aujourd'hui. Je crois qu'il y avait le grand thème de la gouvernance dont on a parlé très souvent, donc de la multiplicité notamment des couches de décision et comment Alphand justement il passe au-delà de cette problématique. Et est-ce qu'il faut rajouter encore des couches de décision ou au contraire est-ce qu'il faut en enlever? Donc ça c'est une grande question et je vois très bien que l'efficacité d'Alphand et d'Haussmann en effet ça a été d'avoir une prise de décision très rapide et efficace. La géologie, le socle, c'est un thème qui est revenu souvent sur le thème d'Alphand parce qu'en effet comme c'est un ingénieur, il a beaucoup travaillé déjà sur le support sur lequel il était et puis qui est lié à ça c'est le système des réseaux. Donc le système des réseaux, c'est Dantec qui en a parlé. C'est vrai que on a un ingénieur là aussi qui sait se servir de l'utilité, de la contrainte fonctionnelle pour créer réellement un paysage pour le praticien, pour le Parisien qui va s'y balader. Donc le système des réseaux, on verra tout à l'heure ce que j'en fais. La vision globale aussi, c'est une notion qu'on a retrouvée systématiquement et qui nous interpelle parce que chaque fois qu'il a un travail local, en fait, il a une vision globale et qu'en effet, on voit bien que sur Paris, où qu'on soit dans Paris, on sait qu'on est à Paris et parce qu'il a mis en place un système de lieux et un système d'objets qui est absolument très bien exprimé évidemment dans les promenades de Paris et ce sont des systèmes vraiment c'est une pensée systémique avant l'heure et qui nous avait interpellé lorsque je travaillais avec Alexandre Chemetov justement c'est lui qui m'a fait découvrir en 82 la première édition des promenades de Paris qui était une petite édition en noir et cette édition ça nous avait fasciné et avec lui on a beaucoup travaillé sur Alphand et c'est ça qui a initié d'ailleurs des études sur les villes Saint-Étienne, Grenoble. On a travaillé sur Saint-Étienne, Grenoble, Reims, pour essayer d'identifier un vocabulaire spécifique à une ville et savoir si ce vocabulaire pourrait être repris pour continuer le paysage de ces villes et créer une ambiance urbaine très spécifique à cette ville-là. Donc il y a aussi un thème qui revient toujours, c'est la nature, la nature, la nature. Donc en effet, on en reparlera parce qu'en effet, on est en pleine mythologie dans la nature et on voit en quoi cette mythologie chez Alphand, elle est idéologique aussi. Et aujourd'hui, on voit très bien que c'est le même sujet, c'est-à-dire qu'en effet, il y a une espèce de mythologie d'une certaine nature et qui sert aussi une idéologie. Donc on voit aussi le discours que j'avais avec Daniel Joie, je ne sais pas si vous l'avez connu, qui était l'homme qui a créé les espaces verts en Seine-Saint-Denis, tout le service des espaces verts en Seine-Saint-Denis, avec lequel on a fait un assez grand parc de 25 hectares à la porte de Paris, porte de Bagnolet, et sur lequel il y avait un grand espace totalement, qui est toujours, vous pouvez aller le visiter, qui est toujours livré, à la biodiversité, etc. On y accède très peu. Alors je lui dis, il y a 5 hectares qui sont liés, je ne sais pas si tu connais l'endroit, mais il y a 5 hectares totalement où il y a de la nidification, des renards, etc. Et je lui dis, c'est bien parce que ça se fait super des économies. Et il me dit, détrompe-toi, c'est l'endroit qui me coûte le plus cher par rapport aux grandes pelouses que tu as faites à côté. Parce qu'en effet, ça nécessite en effet des interventions extrêmement spécifiques et particulières. Donc ça, c'était intéressant. C'est un débat sur l'économie et l'écologie qui est intéressant à débattre. Donc, je crois que ça c'est la question de la gestion sur laquelle on pourra revenir. La première des choses, donc je voulais vous montrer une application des principes. Alors j'espère que je vais remettre en plein écran que ça va pas passer tout seul. Mais je vais revenir un peu en arrière. Ça, c'est le Paillon, donc, à Nice. Donc, on a parlé de géographie aussi, de géomorphologie. On va y revenir tout à l'heure sur Paris. Et ça passe tout seul. Donc là, on voit la couverture du Paillon, c'est-à-dire que c'est une rivière, en effet, une rivière méditerranéenne qui est peu aimée par les Méditerranéens. Les rivières ne sont pas vraiment aimées parce qu'elles sont dévastatrices, très souvent. Ils la couvrent. Petit à petit, ils créent des immeubles dessus, des parkings, ils construisent. Donc c'est ce que j'appelle le démembrement de la ville par la fonctionnalité. Et nous, paysagistes, on a cassé presque tout. Et on redégage l'espace géographique, en fait, de la rivière historique. Et on voit que
la rivière est reconstituée. En fait, on ne dégage pas le sol parce que ça aurait servi à rien puisque tout est couvert en fait de dalles. C'est un immense jardin sur dalles en fait qui fait 12 hectares et qui a réunifié la ville. Et c'est ce que j'appelle dans le remembrement de la ville par le paysage, c'est-à-dire que je redonne à percevoir. On voit comment était l'espace à l'origine. C'est-à-dire extrêmement morcelé, avec des immeubles qui étaient construits, des parkings qui étaient construits, et le fait de tout dégager pour retrouver en fait une logique géographique à cet espace et une réunification de la ville à travers cet espace. Donc là, on voit des montages que j'ai faits à partir de photos de l'époque et d'images d'aujourd'hui. Donc en effet, là aussi, remembré par le paysage, pour moi, c'est redonner à percevoir les raisons existentielles d'une ville, les raisons géographiques, notamment voir les collines à Nice qui se mettent en contact avec la mer. Là, c'est pareil. Médecin avait fait un square avec des fontaines un peu néoclassiques au centre de ce square et qui était un morceau découpé et isolé du reste. Et donc, notre travail, nous, ça a été de tout dégager aussi. Là, c'est pareil, surtout de faire du vide et de remettre en scène les collines lointaines. Donc là, je me suis amusé à coller la grille sur le Grand Paris. On a voilà. Donc une étude que aussi j'avais faite. Donc c'est une étude du Bois de Boulogne. Alors est-ce qu'on peut empêcher le passage automatique des images? Personne ne sait parce que là elle passe toute seule. Comment? Faut sortir du plein écran. Ok. Ben, je sors du plein écran. Ok. Et ça va pas passer tout seul là. T'es sûr, d'accord. Normalement, dans l'affichage, on devrait pouvoir, non, arrêter le passage automatique. Comment? Bon. Non. Bon. Ok, ça passe tout seul parce que donc si vous voulez là, bon, je me suis amusé, tout le monde connaît ces images, mais je me suis amusé lorsque j'ai commencé à travailler sur le Bois de Boulogne à recoller justement le Bois de Boulogne d'avant. Et en 2003, en fait, la ville de Paris m'a demandé de faire l'étude après la grande tempête Lothar qu'il y a eu en 99, fin 99, début 2000, où le Bois de Boulogne a été vraiment dévasté. Donc on en a profité pour faire la charte du Bois de Boulogne. Un autre paysagiste a fait la charte du Bois de Vincennes. Et nous, évidemment, on est des gens de projet, donc on s'est beaucoup investi dans ce travail et on a essayé de comprendre en effet ce qu'on pouvait faire et la logique d'Alphand d'abord. Donc la logique d'Alphand et d'Haussmann. Donc la première des choses qu'on a faites, c'était de dire comment c'était avant. Et avant eux, en effet, c'était une forêt de chasse avec ces allées en étoiles que vous connaissez bien. Et parce qu'en effet, je ne sais pas si vous êtes allé déjà à une chasse à courre. Moi, ça m'est arrivé une fois de courir, d'ailleurs, sur un cheval, mais ça va rien. Et elles ont ces étoiles-là, parce qu'à partir d'un point déterminé, on gère une grande partie d'une manière perceptive. C'est-à-dire qu'on perçoit une grande part du territoire qui est autour de nous. Et lorsque la bête qui est poursuivie traverse une allée, on sait qu'elle va traverser l'autre. Et donc, on lance les chasseurs sur la troisième, de façon à ce qu'ils rattrapent et qu'ils croisent la bête. Donc, en fait, c'est une architecture de la forêt qui a une fonctionnalité très précise, qui est celle, en effet, de surveiller une grande surface de territoire. Alors, c'est une esthétique, évidemment, aussi, puisqu'en effet, le nôtre la reprend pour dessiner le parc de Versailles, alors que là, il n'y a plus de chasse à courre dans le parc de Versailles. Et il l'applique, évidemment, ensuite aux Champs-Élysées et à la place de l'Étoile, où il commence, on le voit ici sur ce dessin, on commence un peu à faire de l'Étoile, mais ça n'est pas encore, alors je vais zoomer dessus, vous voyez, c'est pas du tout une étoile encore, avant Haussmann. Donc, lorsqu'on passe ici, on se rend compte qu'en effet, j'ai repris le plan que vous venez de voir, j'ai redécoupé et je l'ai collé exactement. Et les places rondes, c'est-à-dire les étoiles pour la chasse à course sont exactement les dimensions, quand même, c'est assez époustouflant, sont exactement les dimensions de la place de l'Étoile et des places parisiennes qui reprennent exactement ce vocabulaire-là. Donc, on clarifie Paris, qui précédemment était complexe. Ici, vous voyez le nombre de rues qu'il y a autour de les Champs-Élysées. Donc on simplifie, je dirais, l'architecture de Paris, et par contre on complexifie celle du Bois de Boulogne, qui va devenir évidemment ce que vous voyez sur Alphand. Donc on voit que le plan définitif de la place de l'Étoile, et puis le plan définitif du Bois de Boulogne qui est ici.
Donc on voit que aussi la pensée de sites géographiques dont on a parlé pendant ces 2 jours chez Alphand, elle est présente évidemment chez Haussmann, puisqu'il rachète les grandes plaines, la plaine de Longchamp, où il y avait des maraîchers, il la rachète pour compléter en fait le bois de Boulogne, qui était un enclos quasiment isolé de la Seine, et il rachète ça de façon à retrouver l'idée d'un site géographique et d'aller jusqu'à la Seine, et en se disant la Seine, ça va être un lieu merveilleux du bois, ce qui aujourd'hui est complètement gâché par les voies sur berge, par tout ce qui a été fait, etc. Bon, la Pure avait fait un projet de mise en souterrain de la voie du bord de l'eau. Et là, on voit très bien que c'était tout à fait raisonnable. Donc là, on voit les grandes prairies qui ont été, elles aussi, vous allez le voir dans les images suivantes, qui ont été, elles aussi, extrêmement dégradées par le temps et par le système des concessions. Donc là, vous connaissez ces images dans les promenades de Paris. Il faut souligner aussi qu'Alphand, on peut dire c'est un ingénieur. C'est vrai, quand on lit le texte des promenades, quelquefois c'est un peu chiant, un peu technique. Et ça revendique ce discours technique. Mais en contrepoint, il y a quand même des illustrations absolument sublimes. Il y a des dessins magnifiques, des dessins techniques sublimes. Donc on se dit quand même, il a un sens. Il a un sens de l'esthétique, il a un sens du beau, on pourrait dire, et il revendique évidemment ce sens-là. Et s'il fait les promenades de Paris, s'il fait ce grands ouvrages, c'est bien pour communiquer, et c'est une des premières villes, on pourrait parler d'attractivité de Paris vis-à-vis du monde. Aujourd'hui, tout le monde parle d'attractivité, mais en effet, si Alphand a fait ces promenades de Paris, c'est vraiment pour vendre aussi l'image de Paris au monde entier. Alors ces paysages, je les reprends parce que j'aime beaucoup. J'ai des extraits de l'étude que j'avais faite, mais si vous voulez, avec des lointains. Parce que lorsqu'on est sur la plaine de Longchamp, vous voyez, on voit Saint-Cloud derrière. On a vraiment des grands paysages, On est dans Paris, dans Paris. Vous voyez, avec ces pins de Corse, ces pins Larichaux, en premier plan, le Mont Valérien derrière. Bon, regardez le Mont Valérien, je veux dire, on est avec la plaine de Longchamp. Et puis, ces compositions extraordinaires de ces 2 grands lacs, qui sont tout en longueur, vous les connaissez très bien. Lorsqu'il y a eu l'erreur de topographie de Varé, il y a eu les grandes cascades qui ont été mises entre les deux, mais regardez ces scènes qui ont été composées, et ça c'est vraiment, alors je vais remettre au plein écran parce que c'est dommage d'avoir du blanc autour, ce sont des scènes absolument magnifiques, qui sont faites aussi avec des végétaux composés, vous voyez bien, des épicéas ou des séquoias, qui sont absolument pas endémiques, mais qui constituent d'immenses paysages, et qui donnent en effet le sentiment que c'est la ville-monde, je dirais, c'est-à-dire qu'il y a de la nature aussi dans la ville la plus urbaine qui soit. Ça, c'est l'état du bois lorsqu'il a été dévasté par la tempête. Alors, je vais revenir dessus, si j'y arrive. Donc, on voit que à l'intérieur du bois, il y a eu de grandes trouées, et ces grandes trouées, elles sont pour moi des opportunités. Parce que vous allez voir ces grandes trouées, voilà, on voit le réservoir qui est en partie haute. Il reste que des pins noirs, c'est incroyable. Les chênes sont tombés, les cèdres sont tombés, et là ils ont été débités, ils ont été enlevés. Et quand je fais l'étude, en effet, je me retrouve avec ces immenses trouées qui sont dans le sens du vent, puisque le vent arrive d'ouest, et on a ces immenses trouées. Voilà, on a les arbres sont plumés carrément, vous voyez, il reste un petit toupet en haut, et ça c'est en 2003, lorsque ça avait été dégagé, et donc voilà, mon étude montre que, en fait, il y a trois grands systèmes, si vous voulez, dans le bois de Boulogne. Il y en a 4, en fait, avec la lisière jaune. Il y a ou 5 avec les parties vraiment privées, de jardins privés, avec Bagatelle qui est là. Mais sinon, vous avez la partie alphandienne, qui sont les grands lacs, la grande cascade, évidemment. Toute la partie qui a été occupée par Auteuil ensuite. Et ça, puis les fortifications qui étaient ici. On a toute la plaine de Longchamp dont on vient de regarder, qui a été utilisée pour les sports, etc., pour l'hippodrome de Longchamp surtout. Et puis, on a une partie nature, entre guillemets, qui était la forêt, qui est gérée par des forestiers. C'était Brigitte Serre à l'époque qui s'en occupait. Elle est gérée par des forestiers. Et là, j'ai eu beaucoup de conflits avec les forestiers parce qu'eux, ils voulaient faire de la forêt. Et moi, j'ai dit, mais le problème, c'est pas faire de la forêt. Le problème, c'est de faire un paysage de forêt. Ça, je suis d'accord, mais comprenez bien, la chose, c'est pas la même chose, la réalité physique et matérielle de la forêt. À la limite, on n'en a rien à faire. Alors, l'écologue, peut-être, dira la même chose que moi. Mais moi, paysagiste, je considère que c'est dommage.
d'avoir occupé 100 hectares, je dirais 850 hectares de bois de Boulogne, ou 150 hectares d'un espace public comme ça, uniquement pour bourrer avec des arbres. Tous les arbres sont tombés, profitons-en pour faire autre chose. Et je leur fais cette démonstration, vous voyez. Voilà, ça c'est l'occupation du bois de Boulogne avec les zones d'occupation. Et ça, c'est la prostitution. Donc, vous voyez, j'ai fait un petit truc de... Subliminal, vous voyez une petite image subliminale, c'est mon image préférée de Max Ernst qui s'appelle Le Jardin de la France. Et vous vous rendez compte, alors hop, je reviens en arrière, on voit que, regardez la superposition des deux plans est quand même criante, c'est-à-dire que les zones très boisées, ce sont les zones de prostitution. Aussi, c'est parce qu'elles sont accessibles aux voitures. Donc, quand je rentrais l'après-midi, le soir, à la maison, je voyais Christine et mes enfants, et Christine me disait, alors qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Je suis allé voir les putes, parce qu'en effet, il fallait pratiquer ça, comprendre comment ça marche, pour se dire qu'en effet, les mecs qui descendent de la Défense avec l'attaché case, pendant que Bobonne prépare la soupe, ils vont se faire une fantaisie ici. Mais c'est comme ça que ça marche. Donc, et puis, l'accessibilité à des véhicules lourds, là, c'est l'avenue de la Reine Margot, en plus, donc, et on voit très bien, c'est pour ça, le montage, je me suis dit, ça va les faire rire, bon. Mais si vous voulez, et j'ai essayé de faire cette démonstration en disant, il y a une relation étroite, c'est le cas de dire, mais une relation entre les boisements denses, qui sont, à mon sens, inutiles. Et c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur des lisières, travailler sur une scénographie, et l'enseignement d'Alphand, il est là. C'est que vous avez vu les images d'avant, quand même, la scénographie qu'il y a dans les lacs, c'est fuyant, c'est lointain, qui réussit à créer à l'intérieur même du bois. C'est sublime, quand même, c'est un art. Et moi, je considère qu'en effet, l'art du paysage devrait s'inspirer plus du théâtre et du cinéma, sans doute que de l'architecture. Mais et je travaille dessus d'ailleurs. Parce qu'en effet, ça travaille sur la perception, sur les lointains. Moi, c'est le rapport sensible à l'environnement qui m'intéresse. C'est pas l'environnement en soi. L'environnement en soi, il m'intéresse aussi. Mais c'est mon rapport sensible, c'est ma jouissance qui m'intéresse. Et je considère que l'espèce la plus représentée quand même dans le bois de Boulogne, c'est les humains. Donc c'est celle que je respecte quand même. Donc je crois que cette relation jouissive, on pourrait dire, avec l'environnement, elle est nécessaire, elle est constructive, et elle est bafouée dès lors qu'il y a 150 hectares de forêt qui sont quasiment inutilisables, sauf par les prostituées, pour la bonne raison que les gens, les familles, elles y vont pas s'y balader, puis c'est souvent dégueulasse parce qu'il y a des préservatifs partout. Les 40 jardiniers de bois de Boulogne, ils passent leur journée quand même à ramasser les préservatifs. Donc, non, il y a un vrai débat sur l'usage de l'espace public. On en parlait bien, mais il y a un vrai débat sur l'espace. Donc mon idée, moi, elle est simple. Hein. Donc ensuite, il y a un autre souci, c'est celui-là. Donc celui-là, il est assez génial aussi, c'est que vous avez quand même 150 hectares du bois de Boulogne qui sont utilisés par les concessions. Par des concessions, j'ai ressorti les contrats d'Haussmann qu'avaient signés Alphand et Haussmann avec les concessionnaires. C'est stipulé dans l'étude, ils sont marqués, ils sont photocopiés noir sur blanc. C'est stipulé que les concessionnaires, ils ont le droit de faire des concessions parce que l'État ne peut pas faire toutes les animations qu'il voudrait faire, il peut pas. Puis il peut pas faire les hippodromes, il peut pas faire le patinage, il y avait un truc de patinage, le tir aux pigeons, le machin, le truc. Donc il dit, c'est super qu'il y ait des concessions privées, mais par contre, vous laissez ouvert des concessions privées. Et le public doit pouvoir, pendant toutes les journées, traverser des concessions privées. Ça peut pas être fermé. Quand vous voyez le Pré-Catlan, c'est devenu un camp de concentration pour bourgeois à l'intérieur du bois de Boulogne. Donc j'ai commencé à dire, on va virer les clôtures. Et je me suis pris des articles dans les journaux, je vais vous dire, dans le journal du dimanche, un peu terrible, disant comme je sais très bien qui c'est qui va au Pré-Catlan, hein, c'est très bien, hein, quand on y va, c'est super, hein, quand on est dedans, c'est génial. Ou au tir au pigeon, alors là, c'est génialissime. Mais, donc le tir au pigeon, il y a une modification du périmètre, ça c'est bien. Et puis, il faudrait des modifications des périmètres. Ce que j'ai fait dans le projet. Donc je continue vite. Donc ça, c'est la géographie, parce que le temps passe, il est 20. Donc là, voilà, l'état du boisement après la tempête. Donc il est totalement morcelé, vous voyez, et ça me dégage en même temps des vues, ce que j'ai dessiné là. Vous voyez, vous avez un certain nombre de vues qui sont assez intéressantes et qu'on va pouvoir utiliser, à mon sens, naïvement, pour faire du paysage. Donc notamment, vous voyez, par exemple, dire, voilà, on va retrouver le site du bois de Boulogne, la partie haute du bois de Boulogne se trouve ici, on va retrouver la descente sur la Seine, on va passer à côté de Longchamp ici. Je vais ressortir du truc parce qu'il passe tout seul, c'est très énervant. Donc, on a
Voilà, donc mon projet d'origine est très simple et est exprimé d'une manière extrêmement simple ici. C'est de dire, en effet, dans toutes ces parties, donc évidemment chez Alphand, je le vénère, je me mets autour et je le célèbre, mais lorsque je suis en partie haute ici, il y a quand même, je suis à la côte 60, je suis à 40 mètres au-dessus du niveau de la Seine. Il y a des scènes fantastiques et des continuités fantastiques qu'on pourrait réaliser. Il faut redessiner un peu Longchamp, mais en gardant le même dessin des pistes. Mais j'avais fait un projet pour redessiner les clôtures, etc. J'avais fait tout un système de nouvelles clôtures qui permettaient aux gens, quand il n'y a pas de course, de traverser ici. Le fameux château du baron Haussmann se trouve là. Il n'y a jamais habité parce qu'il trouvait que c'était beaucoup trop loin de Paris. Donc, et ensuite toutes les continuités que j'imagine ici. Donc on a voilà, le projet final, c'est celui-là. Donc on voit j'ai imaginé donc un certain nombre de 3 grandes clairières que j'ai appelé la clairière de la Lande, qui permet en effet de redescendre jusqu'à la Seine en continuité. Ensuite, la clairière champêtre qui était autour, qui était dans cette partie-là, qui avait été dévastée, mais qui était assez intéressante, qui a les pépinières. Réouvrir évidemment le Pré-Catelan, parce que c'était la clairière au Dain, ça s'appelait, Alphand l'avait dénommé la clairière au Dain. C'est une des plus belles scènes du bois, ici, qui est bouffée par le racing. Et la clairière de la Ripisylve, ici, c'est-à-dire que tout autour, les arbres étaient tombés, voilà. Donc, c'était le grand thème que j'avais développé et qui n'a pas du tout été réalisé, n'est-ce pas? Donc je suis allé voir tout le monde, Contasso, tout le monde, mais bon, ça non, mais pourquoi ça n'a pas été réalisé? Parce que les forestiers ont gardé le pouvoir. J'ai rien pu faire contre les forestiers. Parce qu'ils ont voulu... Vous y allez, alors vous allez voir, j'ai mis une photo après. Alors ça, c'est mes dessins que j'avais fait, parce que je dessine au crayon. Hein, donc, où je revoyais les grandes scènes. Notamment, il y en a une autre, c'est la Grande Cascade, parce qu'il faut voir que la Grande Cascade, aujourd'hui, c'est un parking. C'est un parking devant la Grande Cascade, c'est un bâtiment magnifique. La Grande Cascade, c'est un monument fantastique. Ben, c'est un parking, c'est une flaque d'eau au milieu d'un parking. Donc je dis non, on va faire un grand étang. Vous avez le tramway, là, là il y a la trace du tramway. Le tramway va arriver de la porte de Maillot, et puis on remet la cascade dans une grande scène. Donc vous voyez la Grande Cascade quand même. Bon, ça c'est des petits dessins en crayon, hein. Mais et les parkings, je les avais mis derrière. Rien n'a changé. Donc, et voilà comment c'est maintenant. C'est-à-dire que vous avez vu les grands bouquets de pins laricio magnifiques dans les grandes plaines. Eh ben, aujourd'hui, c'est tout bourré d'arbres. Donc, j'adore les arbres. J'ai passé ma vie à planter des arbres. Mais là, j'ai trouvé ça vraiment très nul. Et je m'en anti-alphandien, là, pour le coup. C'est-à-dire qu'on aurait pu continuer la pensée alphandienne sur la partie qu'il n'a jamais touchée parce qu'il n'avait pas le temps, il n'a pas eu l'argent, donc il a laissé boiser. Il a laissé parce qu'il n'a pas eu le temps, il a fait juste la Grande Cascade. Et moi, je me proposais de continuer, mais modestement, son œuvre. Donc, on va avoir sur Auteuil maintenant, rapidement. Très modestement, bien sûr. Et ça, c'est Auteuil. Donc, je vous montre. Non, ça, c'est au Bois de Boulogne encore. Je passe vite. Je vais remettre plein écran, comme ça on va s'amuser. Et voilà, ça passe tout seul. Donc vous avez vu les fortifs, Longchamp évidemment qui est là. Les fortifs sont là et petit à petit. Alors il y a un truc qui est fantastique, c'est comment Alphand transforme la forêt classique, la forêt de chasse, en paysage pittoresque. C'est quand même assez génial. L'allée de Saint-Cloud, c'est un morceau de bravoure fantastique où il y a une allée. Il reprend la même allée, la même espace, sauf qu'il recompose complètement le paysage autour. On voit ici l'hippodrome d'Auteuil qui apparaît petit à petit. C'est pas Alphand qui l'a dessiné, donc on voit qu'il bouche déjà l'avenue Saint-Cloud. Donc moi, ça m'a beaucoup. Alors on voit la superposition des différentes strates. L'hippodrome, au départ, si vous voulez, il est dessiné à l'intérieur du dessin d'Alphand. Alors je vais ressortir parce que ça passe trop vite, ça m'énerve. Donc échappe. Voilà. Donc là, ça c'est les zones minéralisées. On va revenir un peu ici. On voit évidemment, comme toutes ces concessions qui sont fermées du bois, mais petit à petit elles s'autonomisent. Ce sont des îlots. Ça se minéralise. Il y a des parkings. Il y a un resto au milieu. Les mecs qui vendent, ils louent leur terrain. Ils font un golf ici pour taper la baballe. Bon. C'est évident que les concessions fermées du bois, ça devient des isolats. Et moi, c'était une chose contre laquelle je m'étais vraiment révolté, c'était de dire, c'est pas possible que vous coupiez, les fortifs ont été démantelés, c'est pas possible que vous coupiez sur 38 hectares, la communication du bois avec le 16e, avec le quartier de la porte de Passy et la porte d'Auteuil. Et on voit très bien que la magnifique allée, justement, qui a été dessinée, elle a été bouchée sur la butte à Mortemart ici, pour
pour mettre l'hippodrome. Au départ, c'est pas du tout ça non plus le projet. Le projet, ce sont des pistes de chevaux qui passent entre les bocteaux d'arbres. Donc je passe vite parce que le temps passe lui aussi. Là, on voit donc, voilà. Et mon travail, au départ, ça a été de dire, bon, il faut. Alors là, c'est totalement aussi, je m'inspire d'Alphonse, c'est de créer des systèmes de liens, de relations, de promenades. Et je dis, voilà, il y a un des endroits magnifiques du parc du Bois aussi, qui est totalement fermé, qui est dégueulasse, qui est immonde, où il y a de la prostitution, qui sert de parking lorsqu'il y a des courses. C'est la source de l'ensemble du système des lacs, qui est ici, au lac supérieur. Il y a une source magnifique. Vous y allez, vous allez voir, il y a des vieux slips qui traînent dessus, etc. Donc, non, mais il faut avoir conscience de ça. C'est un des endroits les plus beaux du Bois. Et c'est ici. Pourquoi c'est dégueulasse? Parce que c'est enclavé dans l'hippodrome. Les tribunes se sont agrandies et ils s'en servent de parking lorsqu'il y a des courses. Et puis lorsqu'il n'y a pas de parking, ben, ça sert à autre chose. Donc moi, j'ai dit tout de suite, la première des choses, il faut relier les deux portes. Il faut relier. Le programme qui m'a été donné, c'est de mettre des terrains de sport. Hein. Donc, c'était parce que Guazzini faisait le stade Jean-Bouin, porte de Saint-Cloud. Comme il faisait le stade Jean-Bouin pour son équipe de rugby, Guazzini, et qu'il était très copain avec Delanoë a dit, OK, c'est super, je vais te replacer quelque part mes terrains. Comme moi j'avais dit dans mon étude précédente, on vire Auteuil, parce que j'avais aussi viré Auteuil dans l'étude du Bois de Boulogne, vous n'avez pas vu, mais bon. Alors là, je ne vous dis pas ce que je me suis pris là. Donc, les articles dans les journaux. Donc j'avais viré Auteuil carrément en disant 38 courses par an. J'avais dit, écoutez les gars, 38 après-midi, on ne va pas couper complètement la ville du Bois de Boulogne. Déjà, il est difficile d'accès le Bois de Boulogne. On ne va pas couper la ville du Bois de Boulogne pour 38 après-midi par an, c'est pas possible. Donc moi je vire Auteuil, on fait une grande plaine de sport, etc. Et vous ferez les courses ailleurs. J'avais pas très bien compris. J'ai appris qu'après, France Gallo, vous savez combien il donnait à la ville de Paris pour ces 38 après-midi? 12 millions d'euros par an. 12 millions d'euros. Donc en effet, mes arguments, ils pèsent pas lourd. Donc, après la Pure a relancé un concours pour l'aménagement de l'hippodrome d'Auteuil. Donc je suis arrivé avec mon drapeau. J'ai été retenu de justesse. Et en effet, sur l'idée principale de dire il faut désenclaver Auteuil, ça c'est tout le principe il faut désenclaver le bois à cet endroit-là et faire une grande promenade. Le programme, c'était pas du tout de faire une promenade, c'était de mettre des terrains de sport pour compenser les terrains qu'on supprimait sur Jean-Bouin. Donc il y a un terrain de rugby, un terrain de football, c'est grand un terrain de rugby, un terrain de football. Hein. Un terrain de football en artificiel, un terrain de rugby en artificiel plus ou moins, un terrain de hockey international, etc., des terrains de basket. J'avais un programme énorme. Ça rentrait, mais la Pure avait fait un projet d'ailleurs où ça rentrait. Et moi je me suis dit d'abord on va faire une promenade, on va faire d'abord des liens avec la ville, et puis on va essayer de placer nos terrains. Alors voilà, les gros liens, ce sont ces lignes rouges. Donc voilà, le terrain tel que on l'a reçu, et puis le projet tel qu'il a été fait après, on va le voir un peu mieux tout à l'heure, mais le projet qui relie justement la porte d'Auteuil, on a redessiné les pistes à cet endroit-là pour élargir, les terrains qui sont là, et après le travail du paysage qui s'est fait en strates, avec une allée inspirée d'Alphon au maximum, mais modernisée dans le sens où elle est à géométrie variable, c'est-à-dire elle n'a jamais la même largeur. Il y a des endroits où elle est très étroite, des endroits où elle est très large, parce qu'en effet, ça ralentit et ça accélère la promenade, et ça lui donne d'autres possibilités aussi. Donc je passe vite, ça c'est le modelé des sols, donc vous voyez le vallonnement. Ça, ce sont des zooms sur les trois grandes, voilà, vous voyez les trois grandes prairies. L'intégration et ensuite le travail, si vous voulez, sur des strates. Et là, on le voit très bien, puisque j'ai recoupé le tunnel qui était ici, je l'ai réduit. Et le travail sur les strates, de façon à ce que vous voyez en plan masse, on a l'impression qu'on est sur les terrains de sport, mais le paysage, c'est pas le plan masse. Et c'est principalement un travail sur une espèce de nappe paysagère, de modelé général du paysage, à partir de cette grande promenade qui passe ici. Ce sont des crowbars au crayon que je fais. Et c'est pratique le crayon, hein, c'est hyper efficace. Je le conseille à tout le monde, hein, par rapport à Photoshop, tous les trucs. Il y a 3 crayons, un 2H, un HB et un 2B. Et donc là, si vous voulez, on comprend le principe que je fais, où je dis je veux intégrer dans le paysage, c'est-à-dire ce qui est perçu. Hein, c'est pas juste un système environnemental, c'est ce qui est perçu. Donc, je veux intégrer en effet les pistes comme faisant partie complètement de l'ensemble de cet univers-là. Et il y a une ligne qui va passer à travers tout ça, qui va être à une strate différente et qui fait que les terrains de sport, on va pas avoir le sentiment d'entrer dans un parc sportif, je dirais, mais plutôt d'entrer vraiment dans le Bois de Boulogne et d'entrer dans un système qui est un système paysager
Et grâce à la stratification ou au nivellement, je vais réussir à donner à voir autre chose que uniquement des pelouses synthétiques. Donc voilà, ça c'est mes petits croquis. Alors ça c'est très compliqué à faire aussi parce que c'est en fonction des angles de vision de vous voyez les traits c'est ça, c'est les angles de vision pour voir les obstacles. Donc il ne faut pas que je cache les obstacles avec mes arbres. Donc en fait, on croit que c'est vachement composé, mais c'est directement lié uniquement à la contrainte de vision. Vous voyez, et puis ça, c'est le projet fini. Donc je passe un peu vite, parce que ça, c'est les petits croquis aussi pour montrer l'ambiance. Donc ça, c'est la promenade, c'est l'ambiance promenade. Donc dans la partie centrale, vous voyez, on a... Donc ça, c'est pour montrer le travail des modelés, justement, pour voir, pas voir, cadré, pas cadré, très subtil. Enfin, très subtil, j'espère. Hein, un peu subtil. Mais surtout, d'abord, réutiliser les déblais et les remblais. On en a parlé de maintes fois. Donc évidemment, avoir un bilan carbone le mieux possible pour réussir à faire ces plateaux. Il y a 10 mètres de différence de niveau entre le haut et le bas du terrain. C'est quand même pas mal. Donc, en effet, ce modelé, donc ces terrassements, ils m'ont permis de faire un peu du petit alphand, je dirais, et de réussir à modeler l'ensemble de ce travail. Donc, vous voyez l'état existant lorsqu'on est arrivé, donc avec les parkings, et puis je fais un croquis et je prends ma baguette magique, et d'un coup, ça devient le vrai paysage. C'est dingue. Mais ça marche, hein. Et donc je fais toujours des photos avant-après. On parlait du temps, je pense que j'ai pas le temps de faire un truc sur le temps, mais je fais des photos d'endroits depuis 25 ans, les mêmes endroits, les mêmes photos, mêmes orientations. Il y a un observatoire photographique au ministère, mais moi je le fais chez moi, et de façon à voir pousser les arbres. Et en effet, on voit pousser les arbres. C'est vraiment, et on voit le mouvement qu'ils ont, et on commence à rentrer dans le temps des arbres. Donc voilà, ça, une autre image comme ça, un petit croquis au crayon, voilà, un petit croquis. Donc ça donne l'idée. En fait, c'est la vision. Quand Alphand, il parle de la vision, je trouve que c'est absolument nécessaire d'avoir à un moment donné une vision. C'est un désir. C'est un désir. C'est un truc. Alors, on a les contraintes écologiques, on a les contraintes de la voirie, on a les contraintes de France Gallo. Donc les contraintes, on en a une pile, mais non, qui fait systématique. Donc je passe vite, voilà. Il me reste 18 secondes pour faire le Grand Paris, mais ça suffira largement. Donc voilà les ambiances. Voilà, les ambiances un peu plus, évidemment, un peu plus modernes. Ça fait un peu Barcelone, le Corten, mais enfin bon. Mais la rivière qu'on a utilisée, qui est le trop-plein de l'arrosage des pistes. Donc ça, c'est des pins alphandiens. Ceux-là, ce sont des pins Laricio que j'ai regardés, que j'ai gardés, justement. Vous voyez comment je les ai traités. Donc je passe vite. Et on voit la différence de niveau, justement, la différence de niveau qui me permet d'avoir deux scénographies radicalement différentes. Une de la promenade et une de la promenade qui est complètement indépendante de celle des terrains de sport. Et on ne perçoit pas directement, on voit la Tour Eiffel d'ailleurs, c'est pour vous prouver qu'on est à Paris. Ça, c'est le bâtiment que je vais demander à Mouten de me dessiner parce qu'il est sous les pistes. Voilà, on voit le bâtiment ici, donc il se glisse dessous, donc tout n'est que modelé de sol en fait. Voilà, on passe dessous la prairie fleurie sur le bâtiment, bon ça c'est un peu kitsch, mais... Et la partie centrale qui elle est beaucoup plus végétale. Des axes comme ça qui donnent sur des lointains, et surtout ce que je voulais dire, c'est que je voulais retrouver ces lointains formidables à Paris, dans un Paris, d'avoir une ligne d'horizon. Ça c'est un hommage à Forestier parce que c'est des iris, mais ça c'est pas très évident, mais bon. Et là on voit le travail sur le vocabulaire justement, Alphand, le vocabulaire que j'ai repris systématiquement, le vocabulaire qu'il y avait sur l'hippodrome d'Auteuil pour traiter l'ensemble, voilà, on le voit, traiter l'ensemble des espaces plantés. Avec du buisson, j'ai beaucoup travaillé. Alors, je termine. Combien il me reste? Rapidement, oui, rapidement. Non. Juste le Grand Paris, là, vite. Donc, on voit, ça c'est les cartes géologiques que je fais de Paris. C'est pour repartir sur le socle dont on parlait tout à l'heure. Donc ça c'est des cartes en relief que vous avez tous, mais que je fais des photos avec des orientations du soleil différentes et on voit ce que ça donne. Ça donne des choses. Alors, je vais remettre le plein écran comme ça passera tout seul. Comme ça, je suis sûr que ça va finir tout seul. Je vous laisse avec les images. Et donc, vous voyez, la géologie, c'est vraiment passionnant parce qu'on voit qu'avec Sylvie, on avait fait une truc et on voit par exemple l'orientation, vous voyez, très bleu, c'est l'orientation du Grand Canal et des Champs-Élysées. Notre ami Le Nôtre avait bien compris. Parce qu'en fait, c'est l'orientation exacte des vallées d'Île-de-France. On avait travaillé ça avec Pierre Donadieu. Elles sont orientées d'une manière très régulière. On le voit bien dans les photos aériennes. Et en effet, elles correspondent à l'orientation, évidemment, du Grand Canal de Versailles. Mais aussi, ce qui est étonnant, des Champs-Élysées. Donc, c'est une règle qui est appliquée à l'échelle d'une région entière. Donc ça, c'est des photos que j'aime faire parce que ça me donne vraiment à voir la géomorphologie. C'est pas la géologie, mais c'est la géomorphologie qui est héritière de la géologie, mais qui est fille de la géologie. Et donc, j'ai plein de photos comme ça. Et mon idée, ça a été de dire,
Sur le Grand Paris, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je me suis dit qu'il y a un réseau d'autoroutes assez dingue qui fait un espèce de réseau dont on parlait, un réseau écologique. Ça, pour des corridors, vous voyez, c'est gigantesque. Ces corridors, voilà, regardez ça. Il y a 18 voies de côte à côte. Enfin, c'est hallucinant. Et je me dis, c'est pas possible, vu qu'on a travaillé sur le tramway à Paris. Et je vois bien que les Maréchaux, il y avait 3 voies ou 4 voies de chaque côté. C'était toujours embouteillé. Et maintenant, là, ça c'est chez nous. Ça, c'est justement le parc de Bagnolet. Et on a vu que, je reviens sur cette image, et les échangeurs, ça c'est le parc qu'on a fait justement à Bagnolet avec cette grande autoroute ouverte pratiquement, et on a constaté que ces grands réseaux d'autoroutes, notamment, c'était assez intéressant parce que mine de rien, c'est des corridors plus ou moins écologiques parce que c'est continu, c'est inaccessible, et puis c'est surdimensionné par rapport au transport qu'on aura demain, c'est-à-dire les voitures autonomes, etc. Et il faut absolument se dire que s'il y a eu un espace considérable qui a été voué à la voiture sur ces autoroutes, cet espace, il faut qu'on le récupère absolument, et qu'on pourrait le récupérer dès lors qu'on rationaliserait un peu ce transport débile de la voiture individuelle. Donc en effet, quand elle va être autonomisée, qu'on pourra faire des trains de voitures, qu'on pourra rationaliser, moi je pars du principe qu'on devrait pouvoir libérer au moins 2-3 voies de circulation sur ces énormes bandes d'asphalte. Si on récupère ces 2-3 voies, alors la chance c'est que ces autoroutes, elles ont traversé tous les massifs forestiers, elles ont massacré en effet tous les espaces naturels d'Île-de-France, parce que c'était le plus facile pour y passer les autoroutes, évidemment. C'est plus facile que d'exproprier un quartier entier. Donc en effet, vu ce constat, voilà, ça c'est aujourd'hui l'Île-de-France, c'est le morcellement des massifs forestiers. Tu dois le connaître par cœur. Le morcellement. Donc l'objectif que tu nous as montré tout à l'heure, mais sur lequel j'y adhère, et en tant que paysagiste j'y adhère, d'autant plus que je dis, c'est Alphand, ce sont des grandes promenades qu'il faut réinventer, ce sont des grandes allées à l'échelle de la région parisienne, dans lesquelles, en effet, qui auront tout un tas de vocations, notamment la vocation écologique, mais c'est une vocation de continuité dans le territoire, avec des espaces de loisirs, de plaisir, des espaces qui me font du bien, quoi. Donc j'ai fait ce dessin que j'ai superposé à une autre étude que j'avais faite, qui était de dire, en fait, la région parisienne, le Grand Paris, il est divisé en 2 systèmes géomorphologiques, un système, le système des vallées, et un autre système, à l'est, nord-est, qui est le système des buttes. Ces deux, voilà, j'ai fait ce crowbar. Donc, et c'est assez étonnant, et ça correspond en effet même à l'accessibilité des sites, et notamment, vous savez très bien que l'ouest, le sud-ouest, c'est les riches, et que l'est, nord-est, c'est les pauvres. Donc, globalement, pourquoi? Parce que les industries aussi se sont implantées plus facilement de ce côté que de l'autre. Donc, bon, je simplifie un tout petit peu. Hein. Bon. Donc, on voit le réseau autoroutier. Je me dis, je superpose mon réseau autoroutier à mon système géologique qui va me donner les caractères des lieux. Et je continue à superposer tout ça, et j'arrive à une cartographie qui est celle-là, et qui me dit qu'en effet, on pourrait, si on libère, il faut se battre tous, évidemment, c'est pas un combat qui est gagné d'avance, mais si on arrive à libérer ces grandes voies autoroutières qui ont quand même transpercé l'ensemble des territoires dans les endroits, en effet, en les transperçant les endroits les plus naturels, on pourrait réussir à faire un véritable réseau paysager, on pourrait dire, pas seulement écologique, j'ai fini, pas seulement, parce qu'en effet, c'est une scénographie de l'entrée de ville. Moi qui suis bordelais, comme Alphand et toute la bande, hein, bon, je dis ça comme ça, hein, mais moi qui suis bordelais, quand je venais de l'école d'archi où j'écoutais Grumbach en 73, je remontais avec ma 2 chevaux. Quand j'arrivais avec des copines, quand j'arrivais à Paris, non, juste une anecdote, quand j'arrivais, que je passais le Villejuif, là, juste avant Villejuif, que je passais, et qu'on arrive à cet endroit où il y a tout Paris sous ses pieds, la Tour Eiffel, etc., Montmartre, c'était un moment sublime, un moment sacré. On avait passé la nuit dans la bagnole, on arrivait, et le matin, on découvrait Paris avec ce passage, et je trouve que c'est terrible de voir comment c'est gaspillé, ces espaces-là sont gaspillés, alors que ça pourrait devenir, si on s'inspirait un peu d'Alphand, ça pourrait devenir des entrées magnifiques. Ces autoroutes, il faut récupérer ces autoroutes, j'ai fini, et voilà, les autoroutes, on a récupéré. Voilà, le mycélium, ce que j'avais appelé avec Sylvie, le mycélium, et voilà, je termine sur Auteuil, une image du ciel. Merci beaucoup. Sur cette image, merci Michel.